Quelque chose avait changé chez Mathieu. Rodolphe Leclerc ne savait pas quoi, mais un père le sent toujours, son fils autiste de 7 ans, qui n'avait jamais regardé personne dans les yeux, maintenant attendait, comme s'il attendait quelqu'un. Mais qui donc? Rodolphe Leclerc avait 38 ans et avait bâti un véritable empire. PDG d'Innovacom, une entreprise de logiciels de communication d'entreprise estimée à 180 millions d'euros. L'ironie ne lui échappait pas. Il vendait des outils pour que le monde communique mieux, tandis que son propre fils vivait piégé dans un silence qu'aucun argent ne pouvait briser. Mathieu avait 7 ans. Diagnostic: autisme sévère non-verbal. Régression vers l'âge de 2 ans. Il avait prononcé une quinzaine de mots avant ses 2 ans. Maman, papa, eau, chien, encore. Puis, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur, le silence. 5 ans plus tard, pas un seul mot de plus. Les médecins avaient été clairs. Thérapie comportementale, 5 jours par semaine. Orthophonie, ergothérapie, intégration sensorielle. Rodolphe payait tout. Les meilleurs spécialistes de Paris. Cabinet privé à Neuilly-sur-Seine. 200 000 euros par mois. Sans résultat. Mathieu évitait le contact visuel. Hurlait quand il était frustré. Se cognait la tête contre les murs. Était fasciné par les lumières. Pouvait passer des heures à regarder un reflet sur le plafond. Mais les gens, non, les gens étaient du bruit, de la douleur, de la confusion. La mère de Mathieu, Valérie, n'a pas résisté. Il y a 1 an, après une crise particulièrement violente, où Mathieu s'était blessé au front et avait dû aller aux urgences. Elle a fait ses valises. Elle n'a pas dit grand-chose. Juste, je n'en peux plus, Rodolphe. Je ne peux plus voir mon fils sans le reconnaître. Elle est partie à Lyon, chez sa sœur. Elle appelait tous les dimanches, demandait comment allait Mathieu, pleurait, raccrochait. Rodolphe ne lui en voulait pas. Lui aussi voulait fuir. Mais il était le père. Les pères ne fuient pas. Alors, il a fait ce qu'il savait faire. Travailler. 16 heures par jour. Réunions. Voyages. Investisseurs. N'importe quoi pour ne pas être dans cette immense maison silencieuse où son fils existait dans un monde auquel il n'avait pas accès. Il a engagé des nounous. 6 en 2 ans. Toutes ont démissionné. L'une a tenu 3 semaines, une autre 2 jours. La raison était toujours la même. Je n'arrive pas à gérer, monsieur Leclerc. C'est trop. L'une d'elles a été honnête. J'ai peur de lui faire mal sans le vouloir quand il a une crise. Alors Chantal Dubois est arrivée. 42 ans. Expérience, ménage à domicile, référence, impeccable, entretien. Bref, Rodolphe lui a expliqué la situation. J'ai un fils avec des besoins spéciaux. Ça peut être compliqué. Il y a des thérapeutes qui viennent 3 fois par semaine. J'ai besoin de quelqu'un qui maintienne la maison en ordre et, si possible, qui soit présente quand les thérapeutes ne sont pas là. Chantal a écouté tout cela sans interrompre. Elle avait des yeux tranquilles, des mains travailleuses. À la fin, elle a juste demandé « Je peux le rencontrer ?» Rodolphe a hésité. Les nounous précédentes avaient rencontré Mathieu et s'étaient enfuies. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Chantal, quelque chose de serein. Il est dans sa chambre. Généralement, il n'aime pas que des étrangers entrent. Ils ont monté l'escalier en marbre. Maison de 3 étages à Neuilly-sur-Seine. Parquets en bois importés. Baies vitrées du sol au plafond. Meubles de designer, tout est parfait, tout est froid. La porte de la chambre de Mathieu était entr'ouverte. À l'intérieur, l'enfant était assis par terre, faisant rouler une voiture de jouets d'un côté à l'autre. Il ne jouait pas avec. Il la faisait juste rouler, ligne droite, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Il avait fait ça pendant 2 heures. Chantal s'est arrêtée à la porte. Elle n'est pas entrée. Elle a juste observé. Puis, sans que Rodolphe ne lui dise rien, elle s'est accroupie lentement. Elle s'est assise par terre dans le couloir. Elle n'a rien dit, n'a pas essayé d'attirer l'attention de l'enfant. Elle est juste restée là, immobile, présente. Mathieu a levé les yeux, pendant une demi-seconde. Puis,
est retourné à sa voiture. Chantal a souri, pas à Mathieu. Elle a juste souri. Puis s'est levée et a dit à Rodolphe, « Je peux commencer lundi. Si vous avez déjà senti que le monde entier était contre vous, que peu importaient vos efforts, rien ne changeait, alors vous savez ce que ressentait Rodolphe Leclerc ce soir-là. Mais il y avait quelque chose chez Chantal, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Était-ce de l'espoir? Non, c'était plus simple que cela. C'était du calme. Chantal a commencé à travailler. Elle arrivait à 14 heures, repartait à 20 heures. Elle nettoyait, cuisinait, lavait, rangeait. Efficace, silencieuse, ne posait jamais plus de questions que nécessaire, ne se plaignait jamais. Mais Rodolphe a commencé à remarquer des choses, de petites choses. Mathieu ne hurlait plus autant pendant les après-midi. Avant, entre 15 heures et 17 heures, c'était le pire moment. Crise sensorielle, hurlements, coups. Les thérapeutes appelaient ça la fenêtre de dérégulation. Rodolphe appelait ça l'enfer, mais maintenant, les après-midi étaient silencieux. Rodolphe rentrait chez lui à 21 heures, après le départ de Chantal. La maison était impeccable. Le dîner, prêt dans le réfrigérateur, avec des instructions écrites à la main sur papier. Mathieu, endormi. Tout était en ordre. Mais il y avait autre chose. Sur la porte du réfrigérateur, fixée avec un aimant, il y avait un dessin. Rodolphe l'a vu un jeudi après-midi. Ce n'était pas de Mathieu. Mathieu ne dessinait que des cercles obsessionnels. Des centaines de cercles sur une feuille, mais ce dessin était différent. C'était des mains faisant des formes, comme si elles parlaient. Rodolphe a pris le papier. Au verso, avec une écriture claire, il était écrit « Jour 1 ». Il a juste observé 2 secondes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il a remis le papier à sa place. Le lendemain matin, il y avait un autre dessin. Plus de mains, plus de formes. Au verso, jour 3. Il a observé 5 secondes. Il a essayé de bouger les doigts. Rodolphe a senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Confusion, curiosité et autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Cet après-midi-là, Rodolphe a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il est rentré tôt, à 18 heures. Sa berline noire est entrée dans le garage sans faire de bruit. Il a monté les escaliers. La maison était silencieuse. Rodolphe a jeté un coup d'œil depuis l'escalier. Le salon était vide, mais il entendait quelque chose. Un son doux, rythmique, comme des claquements de mains. Il a marché lentement vers la chambre de Mathieu. La porte était entr'ouverte. Du couloir, il pouvait voir une partie de la pièce. Chantal était assise par terre. Mathieu était assis en face d'elle. Pas près, peut-être à 1,50 m, mais il était là, la regardant. C'était déjà impossible. Mathieu ne regardait jamais personne. Chantal bougeait les mains, lentement, forme claire. Ses lèvres bougeaient, mais elle parlait très bas. Rodolphe ne pouvait pas entendre les mots, mais il pouvait voir les mains. Elle touchait sa poitrine, puis ouvrait les bras, puis montrait Mathieu du doigt. Mathieu ne bougeait pas, mais ses yeux suivaient les mains. Rodolphe a retenu sa respiration. Il ne voulait pas briser ce moment. Lentement, il a reculé, est descendu, est sorti dans le jardin, s'est assis sur un banc de pierre et a attendu. À 20 heures, Chantal est sortie. Rodolphe était dans son bureau, faisant semblant de regarder ses emails. Il a entendu ses pas, la porte d'entrée se fermant, le bruit du bus passant dans la rue. Rodolphe monta dans la chambre de Mathieu. L'enfant dormait, mais sur la table de chevet, il y avait quelque chose de nouveau. Un cahier, scolaire, couverture bleue, usé au coin. Rodolphe l'ouvrit, page 1, liste de signes basiques, eau, manger, toilette, plus, s'il vous plaît, aide, maman, papa. Page 2, chronologie. Jour 1, il a seulement observé. Jour 5, il a bougé les mains sans intention. Jour 12, il a essayé d'imiter. Jour 20, il a fait le signe de l'eau sans aide. Rodolphe tourna les pages.
Il y avait des dessins, des explications, des notes écrites d'une écriture serrée. Aujourd'hui, il était frustré. Nous avons essayé 12 fois. Il n'a réussi que 2 signes. Demain, nous réessayerons. Sur la dernière page avec de l'écriture, il était écrit « Jour 47 ». Aujourd'hui, Mathieu m'a regardé dans les yeux pendant 8 secondes. Il n'a pas fui. Il n'a pas crié. Il m'a juste regardé. Je crois qu'il me comprend. Je crois qu'il essaie de parler. Il a juste besoin d'une langue différente. Rodolphe referma le cahier. Ses mains tremblaient. Chantal était en train d'enseigner la langue des signes à son fils, en secret, pendant presque 2 mois, sans que personne ne le lui demande, sans demander de supplément, sans attendre de reconnaissance. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi ferait-elle ça? Rodolphe ouvrit son ordinateur portable, chercha sur Google. Autisme non-verbal peut apprendre langue des signes. Les premiers résultats étaient des études, des articles scientifiques. La plupart disaient la même chose. L'intervention précoce est essentielle. Avant l'âge de 3 ans, les possibilités de communication augmentent. Après l'âge de 5 ans, sans intervention préalable, la probabilité d'acquérir un langage alternatif diminue significativement. Mathieu avait 7 ans. Les médecins avaient déjà dit que le langage verbal était improbable, mais personne n'avait mentionné la langue des signes. Pourquoi pas? Pourquoi aucun des spécialistes que Rodolphe avait payés, aucun des thérapeutes certifiés, aucun des neurologues avec des doctorats dans des universités étrangères? Pourquoi aucun d'eux ne lui avait suggéré ça? Et pourquoi une femme de ménage, sans formation médicale, sans diplôme, sans aucune raison apparente, faisait ce qu'une équipe entière de professionnels n'avait pas fait? Rodolphe dormit peu cette nuit-là. À 6 heures du matin, il était déjà réveillé. Il prit une douche, s'habilla, mais n'alla pas au bureau, annula ses réunions, envoya un message à son assistante. Télétravail aujourd'hui. À 14 heures, il entendit la sonnette. Chantal arrivait, ponctuelle comme toujours. Rodolphe ne descendit pas pour la saluer. Il resta dans son bureau, mais laissa la porte entr'ouverte. Il pouvait tout entendre. Chantal entra, ses pas doux montant l'escalier, la porte de la chambre de Mathieu s'ouvrant. Sa voix, à peine un murmure. « Bonjour Mathieu, c'est moi. » Normalement, à cette heure-là, Mathieu serait sur le sol du salon, faisant tourner les roues d'un camion de jouets, obsédé par le mouvement circulaire. Mais Rodolphe l'avait vu ce matin. Mathieu était assis sur le sol de sa chambre, tranquille, regardant vers la porte, comme s'il attendait. C'était nouveau. Rodolphe se leva, marcha en silence dans le couloir, se positionna de manière à pouvoir voir sans être vu. La porte de la chambre était ouverte. Chantal était assise sur le sol, Mathieu face à elle, plus près que la dernière fois, peut-être à 1 mètre. C'était un progrès. Mathieu détestait la proximité. Chantal sortit quelque chose de son sac. C'étaient des cartes. Faites maison. Carton épais coupé en rectangles. Chacune avait un dessin d'une main faisant une forme. En dessous, un mot écrit au marqueur noir, E-O-O. Manger, toilette, plus. Chantal leva la carte de haut, puis, avec son autre main, fit le geste, 3 doigts joints, touchant le menton. Mouvement vers le bas. Haut. Mathieu observa. Chantal répéta le geste, lentement, puis laissa la carte sur le sol, entre elle et Mathieu. Elle attendit. Mathieu regarda la carte, regarda les mains de Chantal, puis leva sa main droite, tremblante. 3 doigts joints, les porta à son menton, mais n'arriva pas à compléter le mouvement. Sa main tomba. Chantal ne montra aucune frustration, juste un sourire. « Tu as essayé, c'est ça qui compte. On recommence. » Rodolphe sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. C'était voir son fils essayer de communiquer, après 5 ans de silence, après des milliers d'euros en thérapie qui n'ont pas fonctionné, après avoir vu les médecins secouer la tête. Après tout ça, son fils était en train d'essayer, et c'était grâce à elle, grâce à Chantal. Une femme qui gagnait le SMIC en faisant le ménage. Une femme qui arrivait 1 heure avant l'heure convenue.
Une femme qui étudiait la langue des signes sur des vidéos YouTube sur son téléphone pendant son trajet en RER. Une femme qui avait décidé, sans que personne ne le lui demande, que Mathieu méritait une voix. Si cette histoire commence à toucher quelque chose en vous, si vous sentez que c'est plus qu'une histoire, c'est parce que c'est le cas. Il y a des gens dans ce monde qui ne font pas les choses pour être reconnus. Ils le font parce que quelqu'un a besoin que quelqu'un croie. Et Chantal a cru en Mathieu quand personne d'autre ne l'a fait. Rodolphe recula en silence, descendit à la cuisine, se servit un café qu'il ne prit pas. Il avait juste besoin de bouger, de traiter, de comprendre. Son téléphone vibra. Un message de son directeur financier. Nous avons besoin de votre approbation pour le contrat avec Microsoft. 3,5 millions d'euros. Urgent. Rodolphe regarda le message, puis leva les yeux vers le deuxième étage, où son fils apprenait à parler avec les mains, et pensa « J'ai passé 7 ans à construire un empire de communication, et je ne me suis pas rendu compte que mon propre fils ne pouvait pas me dire quand il avait soif. » Il répondit au message « Approuvé », puis éteignit son téléphone. Cet après-midi-là, Rodolphe ne travailla pas. Il s'assit dans le salon, fit semblant de lire un livre, mais il écoutait le silence. Et dans le silence, de petits sons, des claquements doux, la voix de Chantal, toujours calme, parfois un son de Mathieu, pas des mots, mais pas des cris non plus. C'était des vocalisations, des tentatives. À 17 heures, il entendit des pas descendre. Mathieu et Chantal. Ils arrivèrent à la cuisine. Rodolphe jeta un coup d'œil depuis le salon, sans être vu. Chantal ouvrit le réfrigérateur, sortit un jus de pomme, le préféré de Mathieu, mais ne le lui donna pas, le laissa sur la table. Mathieu regarda le jus, puis regarda Chantal, se tint devant elle, et leva sa main, fit un geste. Ce n'était pas parfait. Ses doigts tremblaient, mais c'était clair. Main en poing, mouvement vers les lèvres. Puis, il montra le jus du doigt. Chantal écarquilla les yeux, sourit. « Tu l'as fait, Mathieu. Tu m'as dit que tu voulais du jus. Tu l'as dit. » Rodolphe dut se couvrir la bouche pour ne pas faire de bruit. Son fils venait de communiquer intentionnellement. Pour la première fois depuis 5 ans, ce n'était pas avec des mots, c'était avec les mains. Mais c'était de la communication, réelle, intentionnelle, humaine. Chantal lui donna le jus. Mathieu le prit, but, puis fit quelque chose que Rodolphe n'avait jamais vu. Il regarda Chantal, droit dans les yeux, pendant 3 secondes, et sourit. Ce n'était pas un grand sourire, c'était petit, à peine une courbure sur ses lèvres, mais c'était un sourire, pour Chantal, comme pour dire « merci ». Rodolphe sortit dans le jardin. Il s'assit sur l'herbe, chose qu'il n'avait pas faite depuis son enfance. Et il pleura, pas de tristesse, de soulagement, de gratitude, et de honte aussi, parce qu'il avait payé les meilleurs professionnels du pays. Il avait dépensé des sommes considérables. Il avait cherché dans des cliniques aux États-Unis. Et une femme qui ne gagnait que 800 € par semaine, armée seulement d'un téléphone portable, d'un accès à Internet et de quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espoir. Cette femme avait donné à son fils ce que tout cet argent n'avait pas pu acheter. Une manière de dire « j'ai soif ». Je suis triste, j'ai peur, je suis là. Mathieu avait maintenant une voix, et c'était grâce à Chantal. Quand Chantal partit ce soir-là, Rodolphe l'attendait à l'entrée. Elle fut surprise de le voir. « Monsieur Leclerc, je pensais que vous étiez au travail. » Rodolphe ne savait pas par où commencer. Il avait 1000 questions, mais une seule sortie. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Chantal pencha la tête. « Je ne comprends pas. Le langage des signes. Pourquoi enseignez-vous le langage des signes à Mathieu ?» Chantal baissa les yeux. Pendant un moment, Rodolphe pensa qu'elle était contrariée, qu'elle pensait peut-être qu'il l'accusait de quelque chose. Mais quand elle leva les yeux, ils étaient humides, parce qu'il me parlait, Monsieur Leclerc, tout ce temps, il criait à l'intérieur, et personne ne l'écoutait. Rodolphe resta silencieux.
Les paroles de Chantal résonnèrent dans sa tête comme un écho qui ne voulait pas s'en aller. Il criait à l'intérieur, et personne ne l'écoutait. C'était vrai. Mathieu avait crié, littéralement, crise après crise, se frappant, jetant des objets, pleurant sans consolation. Mais Rodolphe avait interprété tout cela comme des symptômes, comme des comportements liés à l'autisme. Jamais comme ce qu'ils étaient réellement, des tentatives désespérées de communication d'un enfant piégé dans son propre corps. « Comment avez-vous su ?» demanda Rodolphe. Sa voix était brisée. « Comment avez-vous su qu'il pouvait apprendre ?» Chantal sourit tristement. « J'avais un neveu, Antoine. Il avait 9 ans. Autisme sévère, non-verbal, comme Mathieu. Il vivait avec ma sœur à Lyon. » Rodolphe attendit. Il sentait qu'il y avait plus. Il est décédé il y a 8 ans. Accident. Il a traversé la rue en courant derrière un chat. Le conducteur ne l'a pas vu. Je suis vraiment désolé, dit Rodolphe. Chantal acquiesça. Pendant des années, ma sœur et moi avons tout essayé. Thérapie, médecin, mais rien ne fonctionnait. Antoine était tellement frustré, il se blessait, et nous ne savions pas quoi faire. Chantal essuya une larme qui s'était échappée. Un jour, quelques semaines avant l'accident, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Une maman enseignant le langage des signes à son enfant autiste. L'enfant communiquait vraiment. J'ai pensé, pourquoi personne ne nous a dit que c'était possible? Vous avez essayé d'enseigner à Antoine? J'ai essayé. Chantal sourit amèrement. Mais il était trop tard. Je n'ai pas eu assez de temps. 3 semaines plus tard, il n'était plus là. Rodolphe sentit un poids énorme sur sa poitrine. Alors vous avez fait ça pour Mathieu, pour Antoine. Je l'ai fait parce qu'aucun enfant ne devrait être piégé dans le silence quand il existe un moyen d'en sortir. Chantal regarda Rodolphe droit dans les yeux. Antoine n'a pas eu cette chance. Mais Mathieu, oui, et je n'allais pas laisser ça se gâcher. Rodolphe ne sut pas quoi dire. Il avait passé des années à chercher des réponses au mauvais endroit. Clinique chère, spécialiste de renom, conférences internationales. Et la réponse avait toujours été à l'endroit le plus simple, chez quelqu'un prêt à essayer, chez quelqu'un qui voyait son fils non pas comme un diagnostic, mais comme un enfant qui avait quelque chose à dire. « Depuis combien de temps étudiez-vous le langage des signes ?» demanda Rodolphe. 6 mois avant de commencer à travailler ici, Chantal sortit son téléphone. Un vieux modèle, écran rayé. Sur YouTube, il y a des milliers de vidéos gratuites. Cours complet de LSF, langue des signes, française. Je le regardais dans le bus, chez moi le soir. Quand mon fils dormait déjà. Vous avez un fils? Oui. Julien, il a 14 ans. Chantal montra le fond d'écran de son téléphone. Elle avec un adolescent souriant. Uniforme de collège. Il sait que je rentre tard certains soirs parce que j'étudie pour aider Mathieu. Il m'aide à préparer le dîner quand je ne suis pas là. Rodolphe se sentit encore plus petit. Chantal était mère célibataire. Travaillait comme femme de ménage. Voyageait 2 heures en transport en commun chaque jour. Et malgré tout, elle trouvait le temps d'étudier, d'apprendre, de donner à son fils ce que lui, avec toutes ses ressources, n'avait pas pensé à chercher. « Je veux vous payer plus », dit Rodolphe. « Ce que vous faites n'est pas du ménage. C'est de la thérapie. C'est... Je ne veux pas plus d'argent. Monsieur Leclerc. » La voix de Chantal était ferme mais aimable. « Je ne fais pas ça pour l'argent. Alors que voulez-vous ? Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire. » Chantal réfléchit un instant. Puis elle dit « Je veux que vous appreniez aussi. » Apprendre quoi? Le langage des signes. Si Mathieu doit communiquer ainsi, il a besoin que son père parle aussi sa langue. Rodolphe sentit quelque chose se briser en lui. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. À quoi bon que Mathieu apprenne à parler avec les mains si son propre père ne pouvait pas le comprendre? Enseignez-moi, dit Rodolphe. S'il vous plaît. Chantal acquiesça. On commence demain. Cette nuit-là, Rodolphe ne dormit pas. Il resta éveillé à chercher des vidéos sur YouTube. Langage des signes pour débutants. Alphabet en LSF. Signes de base pour les enfants autistes. Il remplit un cahier avec des dessins maladroits de main.
Il s'entraîna devant le miroir. Ses doigts étaient rigides, peu habitués à ce type de mouvement, mais il continua à essayer. Le lendemain, Chantal arriva comme d'habitude à 14 heures. Mais cette fois, Rodolphe ne partit pas dans son bureau. Il resta dans le salon. Attendant, Chantal monta voir Mathieu. 15 minutes plus tard, elle descendit. Rodolphe était assis sur le canapé, le cahier ouvert sur ses genoux. « Je suis prêt », dit-il. Chantal sourit, et ainsi commença. « Que feriez-vous, vous, si vous découvriez que la solution à votre plus grande douleur a toujours été là, attendant que quelqu'un d'assez courageux l'essaie? Ne mentez pas. Le feriez-vous vraiment ?» Pendant les 2 semaines suivantes, la vie de Rodolphe changea complètement. Il annula des voyages, reporta des réunions, délégua des responsabilités. Pour la première fois en 7 ans, sa priorité n'était pas Innovacom. C'était Mathieu, chaque après-midi, de 14 heures à 16 heures. Chantal enseignait à Rodolphe pendant que Mathieu faisait ses activités. Ils commencèrent par les bases. « Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, oui, non ». Chaque signe devait être précis. La position des doigts, le mouvement, l'emplacement par rapport au corps, tout importait. Rodolphe découvrit qu'apprendre une nouvelle langue à 38 ans était frustrant. Ses mains n'obéissaient pas. Il se confondait, oubliait les signes qu'il avait pratiqués la veille. Mais Chantal était patiente. Comme avec Mathieu, on recommence. Vous pouvez le faire. Essayez encore une fois. Après les leçons, Chantal montait avec Mathieu. Rodolphe les observait depuis la porte. Maintenant qu'il connaissait les signes, il pouvait comprendre ce qu'il disait. Pas tout, mais c'était suffisant. Chantal, comment vas-tu aujourd'hui? Mathieu, bien. Chantal, tu veux jouer? Mathieu, oui. C'étaient des conversations simples, mais c'étaient des conversations réelles entre 2 êtres humains qui se comprenaient. Un après-midi, Rodolphe prit son courage à 2 mains. Il entra dans la chambre. Mathieu le regarda, pas avec peur, juste avec curiosité. Rodolphe s'assit sur le sol, loin. Il ne voulait pas envahir l'espace de Mathieu. Il respira profondément et leva les mains. « Bonjour, Mathieu ». Ses mains tremblaient, mais le signe était clair. Main ouverte, mouvement de salutation. Mathieu le regarda, puis regarda Chantal. Elle acquiesça avec un sourire. « C'est ton papa, il te parle ». Mathieu hésita, puis, lentement, leva sa main. Il fit le signe « Bonjour ». Rodolphe sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. C'était la première fois en 5 ans que son fils lui répondait directement. C'était la première fois qu'ils avaient une conversation. « Je t'aime, Mathieu ». Rodolphe fit les signes lentement. Chantal les lui avait appris il y a 2 jours. Main en poing sur le cœur, puis montrer Mathieu. Mathieu ne répondit pas immédiatement, mais il ne détourna pas le regard. Il resta là, à traiter l'information, à comprendre. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Mathieu rampa vers l'avant. D'un demi-mètre, il s'arrêta, regarda son père et leva sa main droite, tremblante, incertaine. La plaça sur son propre cœur. « Je t'aime ». Chantal mit une main sur sa bouche. Rodolphe ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler. Il pouvait juste regarder son fils, qui venait de lui dire qu'il l'aimait pour la première fois depuis qu'il avait 2 ans. Rodolphe tendit les bras. Il ne s'attendait pas à ce que Mathieu s'approche. Les enfants autistes évitent généralement le contact physique, les câlins, les caresses, trop de stimulation sensorielle. Mais Mathieu regarda les bras ouverts, regarda Chantal. Elle acquiesça. « C'est bon, si tu veux ». Mathieu rampa les derniers centimètres, s'approcha de son père et se laissa étreindre. Rodolphe l'enveloppa avec précaution, doucement. Mathieu était raide au début, mais lentement, très lentement. Rodolphe sentit son fils se détendre, poser sa tête sur l'épaule de son père, permettre le contact. Cela ne dura pas longtemps, peut-être 10 secondes. Puis Mathieu se retira, retourna à son espace. Mais ça avait été suffisant, ça avait été tout. Chantal sortit de la chambre en silence, laissa père et fils seuls. Rodolphe resta là, assis sur le sol, regardant Mathieu jouer avec ses blocs.
Mais maintenant, toutes les quelques minutes, Mathieu levait les yeux, regardait son père et souriait. Une semaine plus tard, Rodolphe avait une réunion avec son équipe de direction. Présentation trimestrielle, chiffres, projections, stratégie, tout se passa bien. Innovacom grandissait, nouveaux contrats, expansion internationale. Mais à la fin de la réunion, le directeur financier resta « Rodolphe, j'ai besoin de te parler ». Rodolphe ferma son ordinateur portable. « Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Tu as été différent ces dernières semaines. Tu arrives en retard, tu pars tôt, tu manques des réunions. » Le directeur financier hésita. « Je veux juste savoir si tout va bien. » Rodolphe sourit. C'était le premier sourire authentique qu'il avait eu depuis des mois. « Tout va mieux que bien, Paul. J'apprends à parler avec mon fils. » Le directeur financier fronça les sourcils. « Mais ton fils ne parle pas. » « Exact. C'est pourquoi j'apprends sa langue. » Je ne crois pas que Rodolphe ait pleinement compris ce que cela signifiait. Il avait bâti une entreprise de communication, avait donné des conférences sur l'importance de la communication efficace dans les affaires, avait écrit des articles, donné des interviews, mais il n'avait jamais vraiment compris ce que signifiait communiquer, pas avant d'avoir à apprendre une langue complètement nouvelle, juste pour dire à son fils « Je suis là, je te vois, je t'écoute ». Cet après-midi-là, Rodolphe rentra à la maison à 17h. Chantal était dans la cuisine à préparer le dîner. Mathieu était dans le salon, construisant une tour avec des blocs. Rodolphe s'assit sur le sol à côté de lui. Mathieu le regarda. Rodolphe fit le signe. « Je peux jouer avec toi ?» Mathieu réfléchit, puis acquiesça. Il prit un bloc bleu et le donna à son père. Ils jouèrent pendant 20 minutes. Ne parlèrent pas beaucoup. Quelques signes. Ici, plus, grand, petit, mais ils étaient ensemble, connectés, pour la première fois en 5 ans. Rodolphe sentit qu'il connaissait son fils. Quand la tour s'effondra, Mathieu ne cria pas, ne se frappa pas. Il regarda juste les blocs tomber, puis regarda son père, fit un signe. « Encore ?» Rodolphe sourit. « Encore ?» Ils reconstruisirent la tour, ensemble. Ce soir-là, après le départ de Chantal, Rodolphe coucha Mathieu, routine habituelle, pyjama, dents, lit. Mais avant d'éteindre la lumière, Rodolphe s'assit sur le bord du lit, fit un signe. « Bonne nuit, Mathieu, je t'aime. » Mathieu le regarda, puis leva sa main. « Bonne nuit, papa. » C'était la première fois que Mathieu utilisait le signe « papa ». Chantal le lui avait appris des semaines auparavant. Mais Mathieu ne l'avait jamais utilisé, jusqu'à maintenant. Rodolphe sortit de la chambre avec les jambes flageolantes, s'appuya contre le mur du couloir et pleura, encore, mais ses larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas de douleur, elles étaient de gratitude, d'amour, de connexion. 2 jours plus tard, Rodolphe prit une décision. Il appela Valérie, son ex-femme, la mère de Mathieu. Ils avaient peu parlé au cours de la dernière année, seulement le nécessaire. « Comment ça va ? » ?»« Bien, prends soin de toi. Au revoir. » Mais cette fois, c'était différent. « Valérie, j'ai besoin que tu viennes. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa voix sonnait alarmée. « Mathieu va bien ? » ?»« Il va plus que bien. S'il te plaît, tu dois voir ça. » Valérie arriva 3 jours plus tard. Rodolphe alla la chercher à l'aéroport. Le trajet de retour à la maison fut tendu. Elle demandait, il disait seulement « Attends, tu dois le voir toi-même ». Quand ils entrèrent dans la maison, Mathieu était dans le salon avec Chantal, jouant avec des puzzles. Valérie s'arrêta à la porte, regarda son fils. 7 ans, cheveux foncés, grands yeux. Elle ne l'avait pas vu depuis 1 an. Mathieu leva les yeux, vit sa mère, resta immobile. Valérie ne bougea pas. Elle avait peur. Peur que Mathieu crie, peur qu'il se frappe, peur qu'il ne la reconnaisse pas. Mais alors Mathieu se leva, marcha vers elle, s'arrêta à 1 demi-mètre et leva les mains. « Maman !» Valérie ne comprit pas. Regarda Rodolphe. « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Langue des signes. » Rodolphe sourit. « Il te dit maman. » Valérie couvrit sa bouche avec ses mains. Larmes instantanées.
Rodolphe s'approcha d'elle, lui murmura « Dis-lui qu'il t'a manqué. Je ne sais pas comment. Je vais t'apprendre. » Rodolphe prit les mains de Valérie, lui montra le signe « Tu m'as manqué ». Mains en poing, croisées sur la poitrine. Puis, montrer Mathieu. Valérie essaya. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine former les signes. Mais elle le fit. « Tu m'as manqué, Mathieu. » Mathieu regarda les mains de sa mère, traita les signes, puis marcha vers elle, et pour la première fois depuis des années, se laissa étreindre. Valérie le serra contre sa poitrine, sanglotait. Mathieu ne se retira pas, resta là, tolérant le contact, peut-être même l'appréciant. Chantal observait depuis le coin du salon, souriant en silence. Rodolphe la regarda, lui fit un signe qu'il avait pratiqué. « Merci. » Carmen répondit « De rien. » Cette nuit-là, après que Mathieu se soit endormi, Rodolphe, Valérie et Carmen s'assirent dans le salon. Valérie ne pouvait s'empêcher de pleurer. « Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait parlé. » Carmen lui expliqua tout. Les mois de travail, les signes appris, le cahier avec les progrès, les petites victoires. Valérie écoutait tout, abasourdie, surpris et peut-être un peu honteuse. « Pourquoi personne ne nous a dit que c'était possible ?» demanda Valérie. « Nous sommes allés voir tellement de médecins, tellement de spécialistes, parce qu'ils n'ont pas essayé, » dit Rodolphe. Sa voix n'était pas en colère, juste triste. Ils n'ont pas vu Mathieu comme un enfant piégé qui essaie de sortir. Ils l'ont vu comme un diagnostic, comme un cas, comme une statistique. Mais Carmen l'a vu différemment, dit Valérie. Carmen acquiesça. Je l'ai vu comme mon neveu, et cette fois, je n'allais pas arriver en retard. Valérie essuya ses larmes. Je veux apprendre, s'il te plaît, enseigne-moi. Et ainsi, Carmen commença à enseigner aussi à Valérie. Chaque jour, pendant les 2 semaines suivantes, Valérie était là, apprenant, pratiquant, communiquant avec son fils d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Si vous ne ressentez pas des frissons maintenant, si vous ne sentez pas quelque chose bouger dans votre poitrine, alors vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer. Une famille brisée, déchirée par l'impossibilité de communiquer, vient de trouver un moyen de se reconnecter, pas parce que quelqu'un leur a vendu une solution coûteuse, mais parce que quelqu'un y a cru suffisamment pour essayer. 3 semaines plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Rodolphe était dans son bureau, réunion avec des investisseurs japonais, expansion en Asie, contrat millionnaire. Son assistante entra discrètement. Elle lui passa une note. Urgence à la maison. Mathieu. Le cœur de Rodolphe s'arrêta. Excusez-moi, je dois y aller. Il conduisit à 120 km/h. Appela Carmen. Elle ne répondit pas. Appela la maison. Rien. Composa le numéro d'urgence. Prêt à appeler une ambulance. Mais alors, il reçut un message de Carmen. « Tout va bien, monsieur. Pardon pour la frayeur. Venez juste. Rapidement. Vous devez voir ça. » Rodolphe arriva en 15 minutes. Il entra en courant. La maison était silencieuse. Il n'y avait pas de cris, pas de chaos. Seulement Carmen dans le salon, souriant avec des larmes aux yeux. « Où est Mathieu ?» demanda Rodolphe, respirant encore lourdement. Carmen montra le haut. Dans sa chambre, il va bien, plus que bien. Que s'est-il passé? Carmen ne répondit pas. Elle dit juste « Montez, doucement, ne faites pas de bruit ». Rodolphe monta les escaliers, son cœur toujours battant. Il marcha vers la chambre de Mathieu. La porte était entrebâillée. Il jeta un coup d'œil. Ce qu'il vit le fit se figer. Mathieu était assis sur le sol, devant lui, son cahier de dessin. Mais il ne dessinait pas des cercles comme toujours. Il dessinait quelque chose de différent. Des mains, des douzaines de mains, dans différentes positions, faisant des signes. Rodolphe en reconnut quelques-uns. Eau, nourriture, maman, papa. Mais il y en avait d'autres, nouveaux, qu'il ne connaissait pas. Et Mathieu ne se contentait pas de dessiner. Il parlait, pas avec la voix, mais il parlait. En dessinant chaque main, il faisait le signe correspondant dans l'air, comme s'il s'entraînait, comme s'il s'enseignait à lui-même.
Rodolphe entra dans la chambre. Mathieu leva les yeux. Il n'eut pas peur. Il le regarda juste, puis il montra son dessin, fit un signe que Rodolphe ne connaissait pas. « Je ne comprends pas. »« Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mathieu fronça les sourcils. Frustré, il prit le cahier, chercha une page précédente. Là, avec une écriture enfantine, maladroite mais lisible, il avait écrit un mot, « heureux ». En dessous, un dessin du cygne, les deux mains ouvertes, mouvement circulaire sur la poitrine. Mathieu fit le signe une autre fois, puis il montra Rodolphe, puis lui-même. Rodolphe comprit. « Tu es heureux ?» demanda-t-il, faisant le signe. « Je suis heureuse aussi, Mathieu. » Mathieu sourit, un grand sourire, réel. Puis il retourna à ses dessins. Rodolphe descendit les escaliers comme en transe. Carmen attendait. Ils s'assirent dans le salon. « Il apprend seul, » dit Rodolphe. « Il cherche de nouveaux signes. Il s'enseigne à lui-même. » Carmen acquiesça. « Ce matin, il m'a posé une question qu'il n'avait jamais posée auparavant. Qu'a-t-il demandé? Il m'a demandé comment on dit « ami » en signe. » Carmen essuya une larme. « Mathieu n'a jamais eu d'amis, monsieur Leclerc. Mais maintenant qu'il peut communiquer, il veut savoir comment dire ce mot, parce qu'il commence à imaginer que c'est possible. » Rodolphe sentit quelque chose se briser et guérir en même temps dans sa poitrine. Son fils, qui avait vécu 7 ans dans un monde solitaire, isolé non par choix mais par impossibilité, imaginait maintenant la connexion, l'amitié, l'appartenance. « Tu lui as appris le signe ?» ?»« Oui. » Carmen fit le geste, 2 mains entrelacées. Un petit doigt croisé, elle s'est entraînée pendant 1 heure, puis elle m'a demandé autre chose. « Quoi? Comment on dit école ?» Rodolphe regarda Carmen. « École ?» Mathieu n'était jamais allé à l'école. Les médecins ont dit que ce n'était pas recommandé. Trop de stimulation, trop de chaos. Mathieu avait besoin d'un environnement contrôlé, thérapies à la maison, éducation spéciale individuelle. Mais maintenant, tu crois qu'il est prêt ? Demanda Rodolphe. Carmen réfléchit attentivement. Je crois qu'il a toujours été prêt, monsieur Leclerc. Il avait juste besoin d'un moyen de dire au monde « Je suis ici, je peux apprendre. Donnez-moi une chance. » Cette nuit-là, Rodolphe fit des recherches. École pour enfants autistes, programme d'éducation spéciale, institution utilisant la langue des signes comme outil de communication augmentative. Il en trouva une, Centre éducatif Espoir, à Paris, méthodologie inclusive, enseignants formés en LSF, petite classe, respect du rythme de chaque enfant. Il appela le lendemain, expliqua la situation. On lui donna un rendez-vous pour une évaluation. 2 semaines plus tard, Rodolphe, Valérie, Carmen et Mathieu allèrent au centre. C'était un petit bâtiment, peint de couleurs vives, jardin avec jeux adaptés, rampe pour fauteuils roulants, signalisation visuelle sur tous les murs. La directrice, une femme d'une 50aine d'années nommée Sophie, les accueillit. Elle portait un badge sur son revers avec l'alphabet en langue des signes. « Bienvenue ». Sophie fit le signe en parlant. Puis elle regarda Mathieu. « Bonjour. »« Mathieu, je suis Sophie. » Mathieu la regarda. Il ne répondit pas. Rodolphe ressentit de l'anxiété. Peut-être était-ce trop tôt. Peut-être Mathieu n'était-il pas prêt. Mais alors, Sophie fit quelque chose que les spécialistes précédents n'avaient jamais fait. Elle s'accroupit, se mit à la hauteur de Mathieu et attendit sans faire pression, sans forcer le contact. Après 1 minute, Mathieu leva sa main, fit un signe. « Bonjour ». Sophie sourit. Puis elle fit un autre signe. « Tu aimes les dinosaures ?» Mathieu traita la question. Puis il hocha la tête, mais ne fit pas de signe. Sophie sortit quelque chose de sa poche. Une figurine en plastique, un tyrannosaure Rex. Elle la montra à Mathieu. « Voici Rex. Il vit ici à l'école. Il aime les enfants qui savent parler avec les mains. Tu crois qu'il t'aimerait bien ?» Mathieu regarda le dinosaure, puis Rodolphe posa les yeux sur Valérie. Il tendit la main, timidement, avec incertitude. Valérie lui donna la figurine. Mathieu la prit. Il l'observa, fit bouger les pattes du dinosaure.
Puis il regarda Valérie et fit un signe. « Merci !» Valérie regarda Rodolphe et Chantal. « Leur fils est prêt. Nous pouvons commencer la semaine prochaine. Certaines personnes vont mettre cette vidéo en pause ici, parce que c'est trop, parce que ça fait mal de réaliser combien d'enfants comme Mathieu sont là, dehors, piégés, attendant que quelqu'un leur donne un outil pour s'échapper. Combien pourraient communiquer si seulement quelqu'un essayait? Le premier jour d'école fut difficile. Mathieu pleura quand Rodolphe et Valérie partirent. Mais il ne cria pas, ne se frappa pas. Il pleura simplement. Et quand Chantal, qui travaillait désormais comme assistante personnelle de Mathieu avec un salaire réel, lui fit le signe « C'est bon, ils reviendront », Mathieu se calma. Il hocha la tête et entra dans la classe. Quand ils vinrent le chercher 3 heures plus tard, Mathieu sortit en courant. Enfin, pas en courant, en marchant rapidement vers Rodolphe. Il lui montra un dessin qu'il avait fait, 2 enfants qui jouent, en dessous avec des lettres maladroites. « Moi et mon ami. »« Tu t'es fait un ami ?» demanda Rodolphe, en faisant les signes. Mathieu hocha la tête avec enthousiasme. Il fit une série de signes rapides. Rodolphe ne comprit pas tout, mais il saisit l'essentiel. « Enfant. S'appelle Léo. Utilise aussi les signes. On a joué au cube. » Rodolphe regarda Chantal. Elle pleurait. Valérie aussi. Mais c'étaient des larmes de bonheur. Cette nuit-là, Rodolphe ne trouva pas le sommeil, pas à cause de l'anxiété, mais d'émerveillement. Son fils s'était fait un ami. Son fils était allé à l'école. Son fils vivait une vie qui, 6 mois auparavant, semblait impossible. Et tout cela parce qu'une femme qui gagnait 800 € par semaine avait décidé qu'impossible n'était qu'un mot que les gens utilisaient quand ils ne voulaient pas essayer. Mais il y avait autre chose que Rodolphe devait faire, quelque chose qu'il repoussait, quelque chose qui le remplissait à la fois de honte et de reconnaissance. Un après-midi, après que Mathieu se soit endormi, Rodolphe demanda à Chantal de rester. « J'ai besoin de vous parler. » Ils s'assirent dans le salon. Rodolphe avait préparé une enveloppe. Il la posa sur la table entre eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chantal. « Ouvrez-la. » Chantal ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque, 100 000 € et un papier, un contrat. « Rodolphe, c'est... » « Trop peu, » interrompit Rodolphe. « C'est trop peu pour ce que vous avez fait, mais c'est ce que je peux vous donner maintenant. Le contrat est pour un poste formel, auxiliaire spécialisé, assistante de Mathieu, 30 000 € par mois, assurance maladie, prime de fin d'année, congé payé, et ceci. » Rodolphe montra le chèque. « C'est le paiement des 4 mois pendant lesquels vous avez travaillé à enseigner à mon fils sans que personne ne vous le demande, sans attendre rien en retour. » Chantal regarda le chèque, puis elle le reposa sur la table. « Monsieur Leclerc, s'il vous plaît. » Rodolphe sentit des larmes lui brûler les yeux. « S'il vous plaît, acceptez-le. Je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux pas vous rendre les années que j'ai perdues. Je ne peux pas rendre à votre neveu, Diego, l'opportunité qu'il n'a pas eue. Mais je peux faire ça. Je peux reconnaître ce que vous avez fait. Je peux vous payer ce que vous méritez. Je peux vous traiter non pas comme une employée, mais comme ce que vous êtes vraiment, la personne qui a donné une voix à mon fils. » Chantal resta silencieuse. Puis elle prit le chèque, mais elle prit aussi la main de Rodolphe. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, monsieur Leclerc. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais. C'est pour ça que j'ai besoin de vous le donner, parce que ce qui n'a pas été fait pour l'argent, c'est ce qui vaut le plus. » Chantal accepta le chèque et le contrat, mais à une condition. « Je veux utiliser une partie de cet argent pour quelque chose. Ce que vous voulez, je veux créer un programme pour enseigner la langue des signes à d'autres parents avec des enfants comme Mathieu, gratuitement, pour qu'aucune famille n'ait à attendre aussi longtemps que vous, pour qu'aucun enfant ne reste piégé quand la clé pour s'échapper est si simple. » Rodolphe sentit quelque chose se dilater dans sa poitrine. « Non seulement je ferai ça, Chantal, je vais financer ce programme entièrement. Innovacom va le parrainer. Nous allons embaucher des professeurs. Nous allons créer des vidéos tutoriels. Nous allons les distribuer gratuitement sur Internet.
à toute famille qui en a besoin. En mémoire de Diego et en l'honneur de Mathieu, Chantal se couvrit la bouche, les larmes coulaient sans contrôle. « Je n'arrive pas à croire que... » « Ceci ne fait que commencer, » dit Rodolphe. « Votre neveu n'a pas eu le temps. Mais nous allons nous assurer que son histoire n'a pas été vaine. Nous allons donner du temps à des milliers d'enfants qui attendent. » Et c'est alors que Rodolphe comprit vraiment. Il n'était pas rentré tôt ce jour-là par hasard. Il n'avait pas trouvé Chantal enseignant les signes à Mathieu par accident. Tout avait été nécessaire, douloureux mais nécessaire, parce que parfois, la vie vous brise, vous réduit en morceaux, vous arrache la communication avec la personne que vous aimez le plus. Et juste quand vous croyez qu'il n'y a pas d'issue, juste quand vous êtes sur le point d'abandonner, apparaît quelqu'un. Quelqu'un qui ne devrait pas compter selon les règles du monde. Quelqu'un que la société ignore. Quelqu'un qui porte un uniforme de femme de ménage et voyage 2 heures en bus. Et cette personne vous montre que les miracles ne viennent pas du ciel. Ils viennent de mains humaines, disposées à tenter l'impossible. 6 mois après ce jour, Rodolphe était sur une scène. Conférence TEDx Paris. Thème: la communication qui a sauvé ma famille. Devant lui, 400 personnes. Des caméras, des lumières, de l'attente. Rodolphe commença son discours de la manière la plus honnête possible. Je m'appelle Rodolphe Leclerc. Je suis PDG d'une entreprise de communication d'entreprise. Et pendant 7 ans, je n'ai pas pu parler avec mon propre fils. Il raconta toute l'histoire, le diagnostic de Mathieu, la régression, les années de silence, les thérapies infructueuses, le mariage brisé, le désespoir. Et puis il raconta l'histoire de Chantal, une femme de ménage, dit Rodolphe, qui gagnait 800 € par semaine, a fait ce qu'une équipe de spécialistes avec des doctorats n'avait pas pu faire. Pourquoi? Non pas parce qu'elle était plus intelligente, non pas parce qu'elle avait plus de ressources, mais parce qu'elle a vu mon fils, non pas comme un diagnostic, mais comme un enfant avec quelque chose à dire. Rodolphe fit une pause. Il regarda dans le public. Et là, au 3e rang, il y avait Chantal. Avec son fils, Xavier, avec Valérie et avec Mathieu. Mathieu était assis tranquillement, quelque chose qui, il y a 1 an, aurait été impossible. Il regardait son père, attentif, présent. Rodolphe leva les mains et fit des signes en parlant. Aujourd'hui, je veux vous présenter quelqu'un, Chantal Dubois, la femme qui a donné une voix à mon fils. La femme qui m'a appris que la communication réelle ne porte pas sur les mots. Elle porte sur la volonté d'apprendre la langue de l'autre, même si c'est difficile, même si cela prend du temps, même si le monde vous dit que c'est impossible. Le public se leva. Applaudissements. Chantal se leva, gênée par l'attention. Mais Mathieu se leva aussi. Il prit la main de Chantal, et ensemble, ils montèrent sur scène. Rodolphe s'agenouilla devant son fils. « Mathieu, tu veux dire quelque chose aux gens ?» Mathieu regarda le public. Des centaines de visages. Des lumières vives, du bruit. Il y a 1 an, il se serait effondré, hurlé, fui. Mais maintenant, il leva les mains et fit un signe, clair, ferme, intentionnel. Merci. Il ne l'a pas dit avec sa voix, mais tout le monde a compris. L'applaudissement fut assourdissant. Après la conférence, des dizaines de personnes s'approchèrent. Des parents d'enfants autistes, des enseignants, des thérapeutes. Tous avec la même question. Comment puis-je apprendre la langue des signes pour mon enfant? Rodolphe leur donna une carte, avec un code QR. En le scannant, une plateforme web s'ouvrait. Projet Voix silencieuse. Des cours gratuits de langue des signes pour les familles d'enfants autistes, créés par Chantal Dubois et financés par Innovacom. Dans les 6 premiers mois, 10 000 familles s'inscrivirent. De France, de Belgique, de Suisse, du Canada, toutes apprenant, toutes essayant, toutes donnant une voix à leurs enfants, et dans chaque tutoriel vidéo, au début, il y avait une dédicace, à la mémoire de Diego, en l'honneur de Mathieu, pour tous les enfants qui méritent d'être entendus. Si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous n'avez rien ressenti, alors vous n'avez pas de cœur.
Mais si vous avez ressenti quelque chose, s'il y a une partie de vous qui pense à toutes les fois où vous avez jugé quelqu'un sur son travail, son apparence, son compte en banque, alors vous savez ce que vous avez à faire. 18 mois après le jour où Rodolphe découvrit Chantal, enseignant la langue des signes à Mathieu, la vie de tous avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Mathieu avait maintenant 8 ans et demi. Il était toujours autiste. L'autisme ne disparaît pas, ne se guérit pas, mais il n'était plus piégé. Son vocabulaire en langue des signes avait atteint 340 signes. Il pouvait former des phrases complexes, poser des questions, exprimer des émotions, dire quand il avait peur, quand il était heureux, quand il avait besoin d'un câlin. Il allait à l'école 5 jours par semaine. Il avait 3 amis, Léo, son premier ami, Sophie, une fillette atteinte du syndrome de Down qui utilisait également les signes, et Maxime, un enfant entendant qui a appris la langue des signes juste pour pouvoir parler avec Mathieu. Les crises avaient diminué de 80%. Elles n'avaient pas disparu. Il y avait encore des jours difficiles, des jours où le monde était trop bruyant, trop lumineux, trop. Mais maintenant, quand Mathieu était frustré, il pouvait le dire, il pouvait faire le signe d'aide, il pouvait communiquer « j'ai besoin d'une pause », j'ai besoin de silence, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras, mais doucement. Et la famille comprenait, parce que maintenant, il parlait la même langue. Rodolphe avait réduit son temps de travail. Il ne travaillait plus 16 heures par jour. Il travaillait 8 heures, parfois moins, parce qu'il avait appris quelque chose qu'il lui avait fallu 7 ans pour découvrir. Un empire sans connexion humaine ne vaut rien. Innovacom continuait de croître. Mais Rodolphe n'était plus seulement le PDG obsédé par les chiffres. C'était le PDG qui rentrait à la maison à 18 heures, qui dînait avec son fils, qui lisait avec lui avant de dormir, en utilisant les signes connectés. Valérie avait déménagé de retour à Paris. Elle n'est pas revenue avec Rodolphe en tant que couple. Ce chapitre était clos, mais elle est revenue en tant que mère, en tant que coparent, en tant que membre de l'équipe dont Mathieu avait besoin. Elle vivait dans un appartement à 20 minutes de la maison. Elle voyait Mathieu 4 jours par semaine. Elle le récupérait à l'école, l'emmenait au parc, pratiquait les signes avec lui. Et pour la première fois depuis des années, Valérie se sentait comme une mère, pas seulement comme une gardienne épuisée, mais comme une mère qui connaissait son fils, qui comprenait ses peurs, ses joies, ses rêves. Un dimanche, Valérie emmena Mathieu à un musée de dinosaures. Mathieu était fasciné. Il courait de vitrine en vitrine, pointant du doigt, posant des questions en signes. « Maman, regarde, c'est un tricératops. Maman, mais quel âge a-t-il? Maman, je peux en avoir un en jouet ?» Une dame âgée s'approcha de Valérie. « Excusez-moi, mais quelle langue parle votre fils ?» Valérie sourit. « La langue des signes française. » La dame regarda Mathieu avec curiosité. « Il est sourd ?»« Non. Il est autiste. Non verbal. La langue des signes est sa façon de parler. » La dame acquiesça, puis dit quelque chose qui donna envie à Valérie de pleurer. « Quelle chance il a d'avoir une mère qui a appris sa langue. De la chance. Non, la chance, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a cru en lui avant nous. » Chantal restait un élément fondamental de la vie de Mathieu, mais son rôle avait évolué. Elle n'était plus employée de maison, elle était directrice du projet Voix silencieuse. Elle coordonnait une équipe de 12 personnes, des instructeurs de langue des signes, des pédagogues, des concepteurs de contenu éducatif, tous travaillant à créer des ressources gratuites pour les familles. Le projet avait grandi au-delà de ce que quiconque attendait. Plus de 50 000 familles inscrites en 2 ans, des tutoriels vidéo en espagnol, anglais et portugais, des webinaires hebdomadaires, des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, une application mobile avec un dictionnaire interactif de signes spécifiquement conçu pour les enfants autistes. Et tout a commencé parce que Chantal a refusé d'accepter qu'un enfant de 7 ans devait vivre dans le silence pour toujours. Son fils, Jérémy,
maintenant âgé de 16 ans, était fier de sa mère. Il avait aussi appris la langue des signes. Parfois, il allait avec Chantal donner des ateliers, il aidait d'autres familles, et quand ses amis au lycée lui demandaient ce que faisait sa mère, Jérémie disait avec fierté « Ma mère donne une voix aux enfants que le monde avait oubliés. » Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Un jour, Chantal reçut un email, il venait d'une femme en Argentine. « Je m'appelle Patricia, mon fils a 6 ans, autisme sévère non-verbal. Les médecins ont dit qu'il ne communiquerait jamais. Mais j'ai vu votre vidéo et je veux essayer. Pouvez-vous m'aider ?» Chantal répondit personnellement. « Bien sûr que oui. Voici un guide pour commencer. Premier signe. Bonjour. Entraînez-vous pendant une semaine. N'attendez pas de résultats immédiats. Entraînez-vous simplement, avec patience, avec amour, et écrivez-moi pour me dire comment ça se passe. » 3 mois plus tard, Patricia lui envoya une vidéo, son fils faisant le signe de l'eau. Sa première communication intentionnelle en 6 ans de vie. Le message de Patricia disait « J'ai pleuré pendant 2 heures. Mon fils m'a parlé, pour la première fois. Il m'a dit ce dont il avait besoin. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. » Des histoires comme celle-là arrivaient chaque semaine. Des familles au Mexique, en Colombie, en Espagne, aux États-Unis, au Brésil, toutes apprenant, toutes essayant, toutes découvrant que leurs enfants avaient bien quelque chose à dire, ils avaient juste besoin d'une langue différente. Un après-midi, Rodolphe emmena Mathieu au parc. C'était un samedi ensoleillé. Mathieu jouait sur les balançoires. Rodolphe était assis sur un banc, l'observant. Un homme s'assit à côté de lui. Il observait également un enfant d'environ 5 ans qui se balançait d'avant en arrière, sans interagir avec les autres enfants. L'homme soupira. « Autisme. Diagnostic il y a 2 mois. Ne parle pas. Ne nous regarde pas. Les médecins disent qu'il ne le fera probablement jamais. » Rodolphe regarda l'homme. Il vit son propre désespoir d'il y a des années se refléter sur ce visage. « Je pensais la même chose il y a 2 ans. » L'homme le regarda, confus. Rodolphe désigna Mathieu, qui était maintenant sur le toboggan. « C'est mon fils. Mathieu, 8 ans. Autisme sévère non-verbal. » L'homme fronça les sourcils. « Mais votre fils joue. Mon fils ne fait pas ça. Il y a 2 ans. Mon fils ne faisait pas ça non plus. » Rodolphe sortit son téléphone. Il montra le code QR du projet Voix silencieuse. « Scannez ça. Regardez les vidéos. Apprenez la langue des signes. Je ne vous garantis pas que votre fils parlera avec sa voix, mais je vous garantis que si vous lui donnez un outil pour communiquer, il vous surprendra. » L'homme scanna le code. Il regarda l'écran. La langue des signes. Les docteurs n'ont jamais mentionné ça. Les miens non plus. Rodolphe sourit tristement. C'est une femme de ménage qui me l'a enseigné. Quelqu'un qui gagnait 800 € par semaine. Quelqu'un qui a vu ce qu'une équipe de spécialistes n'a pas pu voir. Que mon fils avait juste besoin d'une langue différente. L'homme regarda son fils. Puis il regarda l'écran de son téléphone. Puis il demanda « Ça marche vraiment ?» Rodolphe appela Mathieu. « Mathieu, viens s'il te plaît. » Mathieu descendit du toboggan. Il marcha vers son père. Rodolphe lui fit un signe. « Mathieu, ce monsieur a un fils comme toi. Tu peux le saluer ?» Mathieu regarda l'homme. Puis il fit le signe de bonjour, main ouverte. Mouvement de salutation, simple, clair, intentionnel. L'homme couvrit sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Votre fils vous comprend. Il vous a répondu. Il vous a obéi. » Rodolphe acquiesça. « Il y a 2 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est normal. Parce que quelqu'un n'a pas accepté le mot impossible comme réponse finale. » Cette nuit-là, Rodolphe reçut un message de cet homme. « J'ai déjà vu 3 vidéos. Ma femme et moi pratiquons le signe de bonjour. Notre fils nous a observés pendant 5 secondes. Il ne nous avait jamais regardés aussi longtemps. C'est un commencement, n'est-ce pas ?» Rodolphe répondit « Oui, c'est un commencement. Et les commencements sont des miracles déguisés en petites choses. Cette histoire ne devrait pas exister. Elle ne devrait pas être nécessaire.
Parce que chaque enfant atteint d'autisme non-verbal devrait avoir accès à la langue des signes dès le moment du diagnostic. Ça devrait être la première chose que les médecins suggèrent, pas la dernière chose qu'une femme de ménage tente désespérément. Mais cette histoire existe, et elle existe pour une raison, pour vous rappeler quelque chose que le monde veut que vous oubliez, que les personnes les plus importantes dans votre vie ne sont pas toujours celles qui ont des titres. Ce ne sont pas celles qui gagnent le plus. Ce ne sont pas celles qui apparaissent en couverture de magazines. Parfois, les personnes les plus importantes sont celles qui arrivent 1 heure avant l'heure convenue. Celles qui étudient dans le RER sur le chemin du retour, celles qui voient un enfant piégé dans le silence et disent « Je ne vais pas le laisser comme ça. Peu importe si personne ne me paie plus, peu importe si personne ne me le demande, je vais essayer. » Chantal Dubois continue de travailler chaque jour, maintenant dans un bureau, non pas à nettoyer des sols, mais à changer des vies. Mais elle arrive toujours tôt. Elle reste toujours tard. Elle répond toujours à chaque email personnellement, parce que pour Chantal, il ne s'agissait jamais de reconnaissance. Il s'agissait toujours de Diego, son neveu, l'enfant qui n'a pas eu le temps, et de Mathieu, l'enfant qu'il a eu, et des milliers d'enfants qui attendent que quelqu'un croie suffisamment pour essayer. L'autre jour, Chantal donnait un atelier en présentiel pour les parents. 30 familles, enfants autistes âgés de 3 à 10 ans, la plupart non-verbaux. Chantal leur a enseigné le premier signe. Bonjour, main ouverte, mouvement de salutation. Tous les parents pratiquaient, maladroits, incertains, avec de l'espoir dans les yeux. Une mère a levé la main. Combien de temps faudra-t-il avant que mon fils réponde? Chantal sourit. Je ne sais pas. Mathieu a eu besoin de 47 tentatives avant de faire son premier signe. D'autres enfants mettent moins de temps. Certains mettent plus de temps. Mais je peux vous dire ceci. Chaque tentative compte. Chaque signe que vous pratiquez, même si votre enfant ne répond pas, est en train d'être traité. Il est en train d'être enregistré. Et un jour, quand vous vous y attendrez le moins, votre enfant lèvera ses mains et il vous parlera, à sa manière, en son temps. Mais il vous parlera 6 mois plus tard. Cette même mère a envoyé une vidéo à Chantal, son fils, Théo, faisant le signe de maman. Sa première communication en 5 ans, le message disait « Je n'ai pas abandonné. J'ai pratiqué pendant 93 jours et aujourd'hui, mon fils m'a appelé maman. Merci de m'avoir appris à ne pas abandonner. » Chantal a enregistré cette vidéo, comme elle enregistre toutes les vidéos qu'on lui envoie, dans un dossier sur son ordinateur, intitulé « Pourquoi je fais ça ?» Aujourd'hui, Mathieu a 9 ans, il va à l'école, il a des amis, il lit, il écrit, il dessine, il rêve de devenir paléontologue, il veut étudier les dinosaures quand il sera grand. Il ne parle toujours pas avec sa voix. Peut-être qu'il ne le fera jamais, mais il a une voix faite de mains, de signes, de connexions humaines qui transcendent les mots. Chaque soir, avant de dormir, Rodolphe entre dans la chambre de Mathieu. Il s'assoit au bord du lit et ils ont une conversation, silencieuse pour le monde extérieur, mais pleine de signification pour eux. Comment s'est passée ta journée? Mathieu. Bien, papa. On a joué au foot. J'étais gardien de but. Tu as aimé ça? Oui, j'ai arrêté 3 buts. Mes amis ont dit que je suis bon. Je suis fier de toi. Moi aussi, je suis fier de toi, papa. Et puis, Mathieu fait un signe. Le signe que Chantal lui a appris il y a 2 ans. Le signe qui a tout changé. Je t'aime, papa. Rodolphe fait le signe en retour. Je t'aime, mon fils. Il éteint la lumière, ferme la porte et marche dans le couloir avec des larmes dans les yeux. Pas de tristesse, de gratitude, parce que son fils a une voix, parce que sa famille est connectée, parce que quelqu'un a refusé d'accepter le silence comme une destination finale. Cette personne, c'était Chantal, une femme que le monde aurait ignorée, que la société classe comme personnel de service, qui gagne moins en 1 mois que ce que Rodolphe dépensait pour un dîner d'affaires, mais Chantal a donné à Mathieu quelque chose qu'aucun million d'euros ne pourrait acheter,
Elle lui a donné de l'espoir. Elle lui a donné une langue. Elle lui a donné un moyen de dire au monde, je suis ici, j'ai des pensées, j'ai des sentiments, j'ai une voix. Et si ce n'est pas ça la définition d'un miracle, alors je ne sais pas ce que c'est. Vous avez deux options maintenant. Vous pouvez fermer ça et l'oublier. Continuez votre vie. Continuez à juger les gens sur leurs titres, leurs comptes bancaires, leurs apparences. Ou vous pouvez vous souvenir que Chantal existe, que Mathieu existe, que des milliers d'enfants attendent que quelqu'un croie suffisamment pour essayer. Vous pouvez vous demander, y a-t-il une Chantal dans ma vie que j'ai ignorée? Y a-t-il un Mathieu qui attend que j'apprenne sa langue? Parce que la vérité est celle-ci. Les miracles ne tombent pas du ciel. Les miracles naissent de mains humaines qui refusent d'abandonner, de cœurs qui voient la possibilité là où d'autres ont vu l'impossibilité, de personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires, simplement parce que quelqu'un avait besoin que quelqu'un croie. Chantal Dubois a donné une voix à un enfant que le monde a dit ne jamais parlerait, pas avec un miracle divin, mais avec de la patience, avec des vidéos YouTube, avec des flashcards en carton qui ont coûté 2 €, avec un amour qui ne s'achète ni ne se vend. Il se donne, point. Et si ça ne vous fait pas reconsidérer qui sont les personnes les plus importantes dans votre vie, alors vous ne prêtez pas attention, vraiment pas. Cette histoire se termine là où elle a commencé, avec Mathieu qui attend, mais maintenant, il n'attend plus en silence. Maintenant, quand Chantal arrive, Mathieu court vers elle. Il lève ses mains et il dit, à sa manière, dans son langage, « Bonjour Chantal, tu m'as manqué énormément. » Et Chantal répond, « Toi aussi, tu m'as manqué Mathieu. » Et dans cet échange simple, dans ces mains qui bougent avec signification, il y a la preuve que l'impossible n'existe que jusqu'à ce que quelqu'un décide d'essayer, vraiment essayer. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un que la société ignore, quelqu'un qui porte un uniforme, quelqu'un qui gagne moins, quelqu'un qui n'a pas de diplôme au mur, demandez-vous, quel miracle cette personne pourrait-elle porter entre ses mains? Quelle impossibilité pourrait-elle défier en silence? Parce que Chantal n'était pas spéciale quand elle est entrée dans cette maison. C'était une employée de maison cherchant du travail, mais elle est devenue la personne qui a changé la vie d'un enfant, d'une famille, de milliers de familles, simplement parce qu'elle a vu ce que les autres n'ont pas vu, parce qu'elle a tenté ce que les autres n'ont pas tenté, parce qu'elle a cru quand les autres avaient déjà cessé de croire, d'espérer. Et ça, c'est ce qui transforme une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Pas la célébrité, pas l'argent, pas la reconnaissance, mais la décision de ne pas abandonner quelqu'un que tous les autres ont déjà abandonné. Laissez tomber. Mathieu a une voix aujourd'hui. Chantal lui a donné cette voix. Et Rodolphe a appris la leçon la plus importante de sa vie. On peut construire des empires, gagner des millions, faire la couverture des magazines, mais si on ne peut pas parler à son fils, si on ne connaît pas son cœur, si on ne comprend pas son langage, alors on a échoué à la seule chose qui compte vraiment, absolument, se connecter vraiment, profondément, humainement, avec son prochain, et parfois, seulement parfois. Il faut que quelqu'un avec les mains calleuses, à force de nettoyer les sols, vous apprenne comment le faire, comment aimer. Merci Chantal, pour Mathieu, pour tous les enfants qui méritent d'être entendus. Écoutez attentivement, pour nous rappeler que les héros ne portent pas toujours des capes, parfois ils portent des uniformes bleus, parfois ils voyagent 2 heures en bus, parfois ils étudient grâce à des vidéos sur YouTube, et parfois ils changent le monde. Un signe à la fois, un geste. Cette histoire est terminée, mais votre histoire ne fait que commencer. Qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'apprendre? Allez-vous être le Rodolphe qui a ignoré pendant 7 ans, ou allez-vous être la Chantal qui a refusé d'accepter l'impossible? Le choix a toujours été le vôtre. Il le sera toujours. Gardez espoir.